Bienvenue dans Briques de Rules, le podcast immobilier sans langue de bois. Je suis Henri de l'agence immobilière Briques et je vous invite à découvrir nos aventures et celles de tous nos clients à travers notre quotidien. Vous saurez tout sur nos victoires, nos moments de doute et tout ce que nous vivons jour après jour en réalisant des centaines de projets de vie. Pour cette première saison, je vous propose d'apprendre à mieux nous connaître en découvrant nos parcours, notre fonctionnement et notre vision de l'immobilier. On se retrouve donc tout de suite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Laissez-nous également votre avis et en attendant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Hello à tous, merci Gaëtan de m'accompagner dans ce 5e podcast. C'est la deuxième fois qu'on se voit ici dans cette salle. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez centrale en immobilier. C'est l'estimation immobilière dans sa globalité, mais plus précisément le fait de surestimer un bien. Est-ce que c'est dramatique et quelles sont potentiellement les répercussions d'une surestimation lorsqu'on a un projet de vente? Merci déjà de m'accueillir de nouveau, j'aime bien cet exercice. La surestimation, en fait, je pense que tout est déjà dit dans le mot. Dès qu'on est extrême dans quelque chose, c'est jamais très bon en général. Et donc, la surestimation, c'est vraiment souvent ça part du principe qu'un propriétaire pense peut-être avoir un palace et pas une maison entre guillemets comme on en voit tous les jours finalement. Et donc ça on fait un peu trop rentrer l'émotionnel dans l'estimation de son bien et donc forcément on est un petit peu moins rationnel. Et nous, notre but c'est d'être un petit peu plus rationnel parce qu'on connaît le marché, on le voit au quotidien et donc forcément on est là pour rationaliser un petit peu tout ça. C'est vrai que moi le premier, si on en a déjà discuté pas mal avec ma compagne, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde la maison? Et c'est vrai que souvent quand on se dit tiens à quel prix est-ce qu'on l'afficherait cette maison? Alors je suis pas agent immobilier, néanmoins comme je bosse quand même avec vous au quotidien depuis 3 ans, j'ai acquéri sans doute un certain bagage qui me permet quand même d'évaluer le prix de ma maison à 10-15 000 euros près. Je pense ne pas être dans le mauvais. Néanmoins c'est difficile parce que c'est une maison qu'on a retapée par nous-mêmes, donc il y a vraiment un lien affectif. Comme tu l'as dit, il y a de l'émotionnel et on n'est peut-être pas tout à fait objectif quand on essaye de la placer par rapport à d'autres maisons par comparaison en disant « Ah mais regarde celle-là, il y a telle pièce elle est plus petite » ou « Les matériaux sont peut-être pas aussi bien que chez nous ». Et c'est là où on se dit « Tiens, on a vite tendance à passer une tranche qui est peut-être la tranche de trop ». Après, le souci, c'est que, en fait, on compare. Alors, il faut comparer, ça c'est important, mais en même temps, rien n'est comparable si on veut. Parce que je veux dire, la pièce qui chez toi va faire 17 mètres carrés, qui va en faire 18 chez un autre, et inversement, la chambre qui va faire 12 chez toi et 14 chez un autre, sincèrement, après on parle souvent plus de critères ou de points importants dans la recherche des gens. Et c'est pour moi ça qui va aussi forcément beaucoup plus déterminer. On doit comparer, on doit être conscient de plus ou moins ce que doit valoir sa maison à peu près, dans une tranche relativement large. Mais après, ça se précise via le marché, ça se précise via le coup de cœur, via la mise en valeur aussi, photo, vidéo, etc. C'est tout ça qui va faire que concrètement, au plus il y a de monde qui la voit, au plus potentiellement elle va en intéresser d'autres. Et je pense que ça, c'est un peu une réalité dans peut-être tous les domaines, c'est que déjà la rareté, ça on le sait déjà et je pense que j'apprends rien à personne. Mais quand quelqu'un voit que une annonce plaît plus à la majorité qu'une autre, indirectement on a envie d'avoir cette maison-là. Parce que y a eu des partages, il y a eu des likes, il y a eu X personnes qui ont réagi en disant que la maison était magnifique. Donc indirectement dans l'esprit des gens, on veut cette maison parce qu'elle plaît aux autres. Ça valide un petit peu le prix d'affichage en fait. Le fait de voir qu'il y a beaucoup de partages, d'interactions, ça rend un peu le bien exclusif. Ça crée finalement l'intérêt comme tu le dis. Et c'est ça qui stimule le marché. Et c'est le rôle de l'agent immobilier entre autres, je pense. Et si je peux rajouter juste un truc, c'est que ce qui est super impressionnant et je pense que ça fera l'objet peut-être d'un futur podcast à l'avenir, c'est que dans la même maison, 2 décos différentes peuvent donner 2 impressions différentes et 2 prix différents potentiellement. Alors c'est vrai que je me souviens d'une maison, Max m'avait dit voilà, elle est magnifique, la dame elle avait décoré entièrement elle-même avec des matériaux qu'elle avait chinés, du bois flotté, elle avait fait tous ses meubles elle-même, c'était vraiment splendide effectivement, alors que c'était une toute petite maison, c'était pas particulièrement un produit recherché, néanmoins il y avait vraiment ce côté coup de cœur qui était dominant. Et c'est vrai qu'on l'a très bien vendu, très rapidement, à un prix qui était d'ailleurs, d'après nous, légèrement au-dessus de sa valeur marché. Parce que bon, il y a quand même cette valeur aussi de convenance. Les gens se disent, voilà, j'arrive, je mets mes meubles, c'est fini, la maison, elle est
telle que je l'aurais imaginée. Elle est Pinterest-like, typiquement. Et en fait, quand on l'a vue vide, cette maison, le jour de la remise des clés, on s'est dit « Ah ouais, quand même ». En fait, c'est pas la même maison, quoi, clairement. Quand elle était vidée de toute cette déco, c'est comme si elle avait perdu une partie de son âme, en fait. Et là, on s'est dit, punaise, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas payé cher pour ce que c'est la maison? Alors qu'en fait, non, c'est juste une question de potentiel. C'est vraiment venir habiller correctement les volumes, les espaces, et rendre cette maison, ouais, c'est ça, et rendre cette maison vraiment sublime au niveau de son potentiel, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a des choses à apporter, je pense. Ouais, c'est un sujet à creuser, t'as raison, t'as raison. Maintenant, il y a quand même quelque chose aussi qui me marque dans le quotidien. Souvent, j'entends des clients qui viennent au bureau et qui sont en rendez-vous avec Max ou toi ou peu importe. Et ils disent, oui, mais regardez, moi j'ai vu telle maison qui est affichée à tel prix. Et donc la mienne ne peut pas être moins chère que ça, c'est pas possible parce qu'elle est mieux, etc. Est-ce que finalement ces gens ils ne se rendent pas compte qu'en fait vous êtes connecté à la réalité du marché? C'est-à-dire qu'au-delà du prix d'affichage, il y a le prix réel de vente. Et je pense qu'il n'y a qu'un agent immobilier qui est vraiment suffisamment connecté à ce marché pour dire de pouvoir conseiller au mieux sur le prix d'affichage. Bah, c'est sûr que allez, c'est humain de vouloir comparer et de se dire ah bah celle-là elle ressemble à peu près à la mienne donc elle doit valoir ça. C'est humain et c'est normal. Et je veux dire, même moi, enfin je veux dire, je vous connais le marché, je le vois au quotidien, mais j'ai pas parole d'évangile, je peux pas affirmer à 100% ou à 1000% que le bien là doit valoir à 100% sûr ce prix-là, parce que, et je veux dire, j'ai sûrement déjà peut-être été un peu trop haut, parce que le marché est tellement variable en ce moment que en fait, c'est pas si simple et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en général faire appel à un agent immobilier. C'est que, je veux dire, il y a 6 mois, j'aurais pu donner un prix à une maison, maintenant je donnerai un autre et dans 6 mois, ce sera encore un autre. Et il y a 2 ans, c'était encore un autre. Et donc, en fait, on sait pas vraiment, c'est du marché en temps réel, quoi. On sait pas vraiment dire à l'avance, ni, je veux dire, ta maison, tu avais l'air de dire, bah voilà, je connais la valeur à 15-20 000 euros près. Bah, si ça tombe dans 6 mois, c'est peut-être à 30-40 000 euros près. Et dans 2 ans, ce sera peut-être à 50-60 000 euros près. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, bah oui, j'ai fait estimer ma maison il y a 2 ans, je sais ce qu'elle vaut, etc. Et en fait, parfois les clients nous donnent un peu l'estimation qu'ils ont eue et qu'on la remet un peu à jour par rapport au marché, bah, la plupart se rendent compte que effectivement il y a eu de la variation vachement importante parce que à l'époque c'était pas du tout la même chose que maintenant, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a fait, je me rappelle, une publication sur Facebook il y a quelques temps où le titre c'était gagner 50 000 euros en un coup de fil. Et en fait, pourquoi on avait illustré ça comme ça? C'est parce qu'il y avait des gens d'un certain âge qui ont acheté leur maison, elle est entièrement payée, ça fait 35 ans qu'ils vivent dedans. Et ils nous contactent parce que bah voilà, maintenant ils cherchent un appartement, quelque chose de plus adapté en fait et de plus petit à leurs besoins. Et en fait, ils nous appellent en disant bah tiens, voilà, je voudrais faire estimer. Donc la première question que pose l'agent sur place, c'est bah ok, vous avez déjà une idée du prix que vous en espérez? Il faut savoir que ces gens, ils ont acheté en francs belges à l'époque, hein. Donc déjà, dans leur tête, ils calculent encore 1 euro, c'est 40 000 francs belges. Et ils l'ont payé à l'époque genre 200 000 francs belges. Enfin, c'était vraiment, c'était de la folie, quoi. Donc à un moment donné, nous, l'agent, il arrive avec sa connaissance du marché d'aujourd'hui, il lui dit voilà, la maison, elle vaut environ 180 000 euros. Le mec n'en revient pas. Le mec n'en revient pas, il s'attendait à avoir peut-être 120, 130 000, gros maximum. Juste parce qu'il y a cette réalité justement du marché qui fait que quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'est pas connecté à ce marché-là, ben, il n'a pas forcément toutes les cartes en main pour donner un prix juste, précis et qui sera pertinent par rapport, encore une fois, à ce même marché. Chacun son métier, hein, comme on dit. Exactement. Alors là, on a beaucoup parlé des propriétaires et de l'aspect objectif ou subjectif justement vis-à-vis de leurs propres biens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion culturelle? On dit que la Belgique, c'est le pays de la brique dans le ventre. C'est une partie des raisons qui ont fait qu'on a ce nom-là aussi au niveau de l'agence. J'ai l'impression que les gens, ils pensent parfois que un bien, ça doit d'office se négocier. Du moins en Belgique, c'est très ancré culturellement. Ah, ça arrive super fréquemment. Franchement, c'est quasi systématique parce que c'est effectivement, je pense, ancré en Belgique un peu dans les mentalités. Et c'est vrai que la plupart des gens, en tout cas quand ils se sentent pas mis sous pression ou pas mis en concurrence, ont cette tendance un peu fâcheuse de voilà, elle me plaît, j'ai le coup de cœur, je la veux absolument, mais je veux négocier parce que j'ai l'impression que je suis le seul dessus.
C'est pas vrai. Si, il faut partir du principe que si on a le coup de cœur, qu'elle nous plaît et qu'elle coche vraiment la plupart de nos cases, si pas la totalité, bah en fait, il faut peut-être pas hésiter parce que vous allez être déçu d'avoir voulu tenter un coup. Ou pas. Mais c'est plus une majorité de déçus. Ça, ce serait ton conseil en tant qu'agent immobilier, c'est de peut-être pas négocier le prix s'il y a vraiment le coup de cœur et qu'on ne veut pas passer à côté de la maison, en fait. Alors, oui et non. Mais en tout cas, tenter sa meilleure offre. Aller directement à ce qu'on est prêt à faire et par rapport à voilà peut-être aux différents biens qu'on a déjà visités, au temps qu'on a mis jusqu'à maintenant pour trouver cette maison-là qui nous plaît plus qu'une autre. Bah, je pense que quand on a vraiment ce petit coup de cœur ou en tout cas ce truc dans notre cerveau qui nous dit c'est celle-là, bah, je pense qu'il faut tenter ce qu'on est prêt à faire. Si c'était voilà le budget maximum et que le prix qui est demandé n'est pas atteignable pour notre budget, bah, on tente sa meilleure offre. Et si le budget qui est affiché correspond à votre budget, alors là, oui, effectivement, il faut tenter directement le coup parce qu'il n'y a rien à faire. La concurrence, elle existe. Même si on pense qu'elle n'est pas là, en Belgique, il y a un truc qui est de fou, qui arrive tout le temps, c'est que dès qu'il y a une offre, il y en a une autre. C'est un truc de malade. Et donc, dès qu'on met une offre au prix, directement, on annonce la couleur et forcément, les clients potentiellement intéressés qui pourraient encore se positionner vont se dire oh, je dois mettre plus cher que le prix et là ça devient difficile parce que en général les Belges mettent plus cher que le prix qui est demandé. Là ça devient un peu plus délicat. On l'a connu déjà quelques fois, mais c'est vrai qu'en règle générale tu élimines une grosse partie de tes concurrents acquéreurs dès l'instant où tu fais une offre au prix. Alors que quand on tente une petite négo, allez, imaginons on va prendre un exemple, c'est du cas vécu, on a le budget de 200 000, on voit une maison à 200 000, elle nous plaît, mais par principe, on veut négocier. On va faire une offre à 195, j'ai déjà eu le cas des clients, on va tenter une offre quand même. Ok, 195, bon, si vous êtes sûr que vous ne voulez pas mettre le prix, ok. Et finalement, ce 195 se transforme en 200 par un autre acquéreur, et eux la voulaient tellement qu'ils se sentent obligés de mettre un peu plus. Et donc, ils se sont fait avoir leur propre jeu, parce que la négociation se transforme en une surenchère de leur part. Et franchement, c'est déjà arrivé plusieurs fois où des clients qui adorent la maison, qui savaient qu'ils la voulaient et qui auraient peut-être pu l'avoir directement à son juste prix, ont dû mettre une offre un peu plus élevée parce qu'ils se sont mis en concurrence tout seuls, quoi. C'est vrai qu'on a quand même souvent tendance à constater que si on ne fait pas directement sa meilleure offre, en fait, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et ça, d'expérience, c'est vrai qu'avec le recul sur les 3 dernières années, c'est presque systématique. Ceux qui essayent le jeu de la négociation alors qu'ils veulent vraiment aller au bout, au finish, ils se retrouvent, comme tu dis, soit à devoir mettre plus, soit la maison leur passe sous le nez parce qu'il y a une autre offre légèrement supérieure avec des conditions qui sont bonnes et que les propriétaires disent « Ok, ces gens-là ont fait l'effort de mettre immédiatement ce qu'on avait demandé, on finit avec eux et on ne laisse même pas la chance aux autres personnes de se positionner. » Et ça crée beaucoup de frustration. On a même parfois d'expérience. Cette frustration s'est retournée contre nous, où les gens nous disent vous vous êtes servi de mon offre pour avoir mieux. Et alors que nous, le conseil qu'on donne, c'est exactement celui que tu as donné, c'est de tout le temps se positionner sur la meilleure offre qu'on est capable de faire, pour ne pas avoir de regrets en fait. C'est ça. Et ces regrets derrière se transforment en frustration et se retournent contre nous, comme si on était les méchants de l'histoire qui avons tout manigancé pour que les gens n'aient pas la maison. Alors qu'en fait, nous, c'est pas ça. Allez, en Belgique, il n'y a qu'un seul acheteur, enfin partout en général, mais voilà, on est dans un pays où quand on fait une offre, on s'engage à acheter, donc on est déjà bien avancé dans le process dès que l'offre est acceptée. Et donc, si on y va en se disant, si ça passe, bingo, entre guillemets, tant mieux, et si ça passe pas, j'aurais mis le prix et je voulais de toute façon pas aller au-dessus, je vois pas comment on peut être déçu. À l'inverse, si on fait pas cette offre et que finalement on avait la capacité de le faire et qu'on se retrouve à devoir attendre 6 mois de plus parce qu'il n'y a plus une maison qui rentre dans nos critères pendant ce délai-là, on n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Exactement. Alors, j'ai quand même préparé un petit peu ce podcast en amont et là où tu me dis, oui, c'est vrai qu'en Belgique, on a tendance à négocier, etc. Tu vois, tu fais partie de cette croyance culturelle. Moi, je vais t'apporter des chiffres qui sont les chiffres que nous, on a sur les 2 agences, Brick Moucron, Brick Tournée. Il y a moins de 20% de nos biens qui ont été négociés sur l'année 2023. Okay. Tu vois, toi-même, je vois ta tête, tu as l'air assez étonné. Pour moi, cette raison, elle s'explique simplement pour la bonne raison qu'en fait, quand on estime le plus juste un bien à sa réelle valeur marché, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ça met en place en fait avec notre publicité, bien sûr, la visibilité qu'on offre au bien, une stimulation du marché qui fait qu'il y a beaucoup d'acquéreurs en même temps.
Et c'est ça qui ferme la marge de négociation. Parce qu'on vient de l'expliquer avec un exemple très concret. Si tu as 2, 3, 4 personnes qui veulent acheter le même bien au même moment, eh bien d'office, ce bien-là, il va partir le plus proche possible du prix. Dans 99%, 99% pour les Français, % de chance qu'ils partent au prix, étant donné que ils sont plusieurs à la vouloir. Donc ça limite cette marge de négociation. Tu achètes la paire de Nike super rare, tu la mets en vente, il y a 100 acheteurs, tu vas la vendre plus cher, c'est indéniable. C'est l'offre et la demande, c'est aussi simple que ça, et c'est pour cette raison-là que surestimer un bien, à notre sens, et c'est toujours ce qu'on dit à nos clients, c'est pas en fait un pari qui est gagnant. Parce qu'en fait, on a aussi constaté quelque chose, c'est que si on surestime que de 5% le prix d'un bien, on peut perdre jusque 95% des clients. La raison, elle est marketing, c'est pour ça que je prends le lead là-dessus, c'est qu'en gros, comment est-ce que quelqu'un recherche un bien? Donc, ok, il va sur les sites des agences, admettons, mais dans les modules de recherche, ça fonctionne par tranche de prix. Et donc, si on reprend cet exemple de j'ai 200 000 euros de budget, je vais indiquer dans le module de recherche que j'ai entre 180 et 200 000 euros de budget. Sauf que si cette maison-là, le propriétaire, elle en vaut réellement 200 000 et c'est ce que l'agent lui a dit, mais qui dit ouais, mais je vais essayer d'encaisser la négociation, je voudrais la mettre à 215 000 euros, admettons. En fait, elle ne sort tout simplement pas dans le résultat de recherche. Alors qu'il était peut-être prêt à avoir un acquéreur à 200 000 euros et à dire ok, je la vends 200 000 euros. D'où un petit peu cette bêtise de vouloir surestimer. Et en fait, parfois, on se rend pas compte qu'on perd énormément de parts potentielles de marché. En fait, on perd pas mal de temps. Après, dans certains cas, le temps est... Allez, il y a beaucoup de clients qui me disent ouais, j'ai le temps. Ok, je comprends et je respecte. Mais le temps n'est pas un allié en immobilier et je veux dire, alors si tu as, enfin, c'est pas bien, mais si tu as le temps, alors attends de la publier. Il vaut mieux, entre guillemets, avoir cette notion de je suis un peu pressé parce que j'ai un nouvel achat, parce que je dois faire une donation, parce que j'ai d'autres ambitions, on va dire, avec l'argent que je récupère, que de dire j'ai le temps donc je la mets très cher. Pour finalement se retrouver dans 3 mois après en faisant une baisse de prix, puis 6 mois après en faisant une deuxième baisse de prix, puis 1 an après en se retrouvant encore avec la même maison. Et là, les gens qui l'auront vue depuis 1 an, ils vont se dire cette maison, elle part pas, elle a un souci. Et ça, c'est un deuxième cas de figure. Alors, ça doit être belge et peut-être français aussi, mais une maison qui part pas, elle a un souci. C'est systématique. Alors le souci, de la plupart du temps, quand on a un client qui veut vraiment qu'on surestime, en tout cas qu'on aille vraiment chercher des chiffres qu'on n'avait même pas donnés, souvent le problème c'est le prix. Sauf qu'extérieurement, d'un œil purement client, on va dire, le problème c'est pas le prix, c'est la maison. Il y a un souci, il y a un champignon quelque part, ou il y a de l'humidité, ou il y a une fissure inquiétante, ou je ne sais quoi. Alors que potentiellement c'est rien de tout ça. C'est simplement que le client qui a le temps, il veut faire l'affaire du siècle et gagner 500 000 euros sur sa maison de 200 000. Donc voilà, là c'est un premier souci qui revient de temps en temps. Après on se bat le plus possible contre forcément les propriétaires qui pensent comme ça, mais malheureusement ça fait partie aussi du marché. C'est vrai qu'on est toujours tributaire quand même de leur bon vouloir. Nous, on a une dimension de conseil, mais si le propriétaire il est buté sur un prix et sur quelque chose qu'il espère de son bien, c'est difficile pour nous d'aller contre ça. Il faut vraiment lui mettre en fait toutes les cartes sur la table en le prévenant des risques de surestimer, comme tu viens de le faire là. Maintenant, si le mec n'entend rien, là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. D'où l'importance aussi de comparer, c'est intéressant, mais comparer ce qui est comparable. Parce que, si on devait finalement se dire, le métier d'agent immobilier n'existe plus, il n'y a plus d'experts du marché immobilier, c'est de temps en temps monsieur Jacques qui vend sa maison et puis madame Intel qui vend son autre maison et ainsi de suite, mais qui n'en font pas leur métier, qui ne connaissent pas spécialement le marché, il va y avoir des prix un petit peu qui vont varier de fond en comble et finalement on va se retrouver avec des gens qui vont comparer la surestimation 100 000 euros trop cher de l'un avec la surestimation 50 000 euros trop cher de l'autre et on se dire forcément ma maison elle va avoir la valeur ça aussi vu que celle-là elle était affichée ce prix-là et qu'elle a été vendue. Sauf que dans la réalité des choses sur les portails c'est la même chose. Un prix qui est affiché c'est pas forcément un prix qui est vendu. Malheureusement en Belgique on n'a pas forcément de chiffres, on n'a pas accès aux chiffres des prix de vente de tous les biens, sinon ce serait forcément beaucoup plus facile.
Mais là, allez, je veux dire, la maison qui a été affichée 300 000, on ne sait pas ce qu'il y a eu comme négo. Finalement, on se retrouve à une maison qui a été vendue à 220 000. On va avoir tendance à vouloir la mettre à 300 000 aussi parce qu'on l'a vu que c'était vendu, mais on n'est pas au courant de la négo. Et donc finalement, c'est un cercle vicieux. C'est que la surenchère attire la surenchère. Et donc si on ne régule pas un petit peu le marché de ce côté-là, on se retrouve avec tout et n'importe quoi. C'est clair. Donc si je résume un petit peu d'où vient le fait de surestimer sa maison, donc on en a parlé, il y a cette dimension affective, le manque d'objectivité par rapport à son propre bien du côté du propriétaire. Il y a aussi cette culture en Belgique de la négociation qui est un peu une croyance populaire où on se dit il faut que je surévalue un petit peu le prix de ma maison pour encaisser cette fameuse négociation. Il y a encore un axe qui est en fait l'acteur du marché, donc c'est nous en fait les agents qui devraient avoir un peu cette dimension de régulateur du marché aussi. C'est contrôlé du moins, ouais. C'est pas toujours le cas. Je prends un exemple très concret. Je sais que Max avait une estimation à Épierre dans un petit quartier assez calme en campagne près de chez nous. Donc il arrive, c'est une cité sociale qui a été réaménagée. Donc ce sont des propriétaires, c'est des 3 façades avec garage assez classiques. Donc il fait le tour, c'est un chouette produit, c'est pas mal. Il voit que la maison d'à côté est en vente, c'est exactement la même maison, si ce n'est qu'elle n'a jamais été rénovée. Donc il faut tout refaire. Il y a vraiment un budget travaux à prévoir. Et cette maison, elle est proposée à 275 000 euros. Max se dit, c'est impossible. Je ne sais pas qui a évalué ce bien, mais c'est au minimum 70 000 euros trop cher. Au minimum. Donc lui, bon, il se dit, je vais pas me fier là-dessus, même s'il se doute bien que les propriétaires, ils sont allés voir forcément le prix de la maison d'à côté. C'est logique. Donc il leur dit, voilà, ça vaut 229 d'après moi. Maintenant, j'ai pas parole d'évangile, c'est toujours ce qu'il dit, ça me fait rire quand il dit ça d'ailleurs. Et alors forcément, première question, oui, à côté c'est en vente à 275 000 euros. Pourquoi on a un écart aussi conséquent? Donc Max leur dit, ok, ils l'ont vendu déjà? Ben non, ça fait 1 an et demi que c'est en vente. Ah, ok, bon c'est qu'il y a quand même un gros problème. Et visiblement, c'est clairement le prix. Donc ça, c'est une chose. Donc forcément, ces gens, alors ils sont contents en vrai avec le prix, hein, c'est ça qui en ressort, c'est qu'ils s'attendaient à avoir 225, 229. Donc on est pile poil dans leurs espérances, on est réellement sur la valeur marché du bien. Et en fait, ils disent, on va quand même faire passer une autre agence immobilière pour comparer, ce qui est positif, parce que nous, on dit toujours, il faut comparer, c'est très important. On n'a, encore une fois, pas cette parole d'évangile. Hein. Nous, comme tu l'as dit, le marché, il est très fluctuant, très variable, c'est toujours difficile de donner un prix précis. Donc voilà, ils font passer cette autre agence. Malheureusement, on tombe sur quelqu'un qui n'a pas fait le job. Lui, il est arrivé, il a vu que la maison du voisin se vendait 275, il a vu que la leur était mieux, il a dit 279, en ayant fait le tour en 3 minutes 30, sans avoir pris de notes, sans avoir demandé la quelconque info. Donc forcément, les gens, ils sortent de ce rendez-vous, ils nous appellent. Écoutez, on nous propose 279 000 euros. Donc nous, ça nous fait toujours rire quand on dit on nous propose 279. C'est lui qui va l'acheter? Non, non. Et alors ça, tu vois, je pense que c'est aussi des mauvaises pratiques qui viennent un petit peu gangréner tout le marché de l'immobilier, parce que malheureusement, ces gens, ils sont perdus. On leur propose 2,29, on leur propose 2,79, il y a 50 000 euros de delta, c'est énorme. Qui dit la vérité? Comment se positionner? Sachant qu'il y a cette maison à côté qui elle-même a été victime du même genre de pratique. Donc les gens ne savent plus quoi penser. Alors nous, on les a orientés vers leur notaire qui est venu, qui a dit ok, écoutez, moi je suis plus raccord avec l'agence qui vous donne un prix de 229 000 euros, dans la mesure où moi je l'aurais placé à 220. Alors encore une fois, le notaire, c'est pas forcément son métier, lui ne vend pas des maisons, il est quand même un peu connecté au marché puisqu'il passe les actes, donc il a les prix finaux de vente. Néanmoins, c'est un peu ça qui a sauvé le projet de ces gens. Parce que s'ils n'avaient pas été open et qu'ils n'avaient pas écouté vraiment les conseils, que ce soit les nôtres, ceux de leur notaire, ils auraient pu s'engager clairement avec l'autre agence qui était à 279 000 euros, qui était même moins cher que nous en termes de commission, pour ainsi dire. C'est un autre débat. Néanmoins, s'ils étaient partis avec ces gens-là, le projet ne se serait jamais décanté, parce que c'était clairement impossible de vendre cette maison à ce prix-là. On a finalement eu le contrat. Max l'a vendu en 1 semaine, au prix. Et pourquoi? En fait, on en revient toujours à cette même chose. Elle était au bon prix. Donc, on a eu 9 visites en 1 journée. Les 9 visites se sont succédées. Ça a créé finalement cet effet d'exclusivité et ça a suscité l'intérêt. Et à l'issue de cette première journée de visite, on a eu une proposition où le mec est venu, il a fait l'offre au prix directement parce qu'il n'a pas essayé de jouer avec le feu, comme tu le disais. Il s'est dit, je la veux cette maison, ça fait 3 mois que je cherche des maisons sur Épierre, il y en a très très rarement. Cette maison, elle coche toutes les cases. Pour 5 000 euros, ça représente peut-être 15 euros par mois sur un crédit. Je ne vais pas risquer de perdre cette maison-là. Et donc, il s'est placé au prix. Parce que, en fait, tout était bien.
Les propriétaires ont écouté tous les conseils, la pub a été faite comme il le fallait, on a constitué un dossier de vente qui était carré, toutes les infos étaient données, il n'y avait aucun point d'interrogation dans le chef des acquéreurs, on a stimulé le marché en créant vraiment cette concurrence entre les acheteurs. Et résultat des courses, c'est une vente qui se fait en 7 jours, au prix, avec un dossier financier qui est ficelé, qui est carré, et on a un projet de vie qui est positif, et où les gens vont pouvoir passer maintenant à autre chose. Et c'est ça l'immobilier aujourd'hui, c'est notre rôle. Je veux dire, allez, j'écoute en ce moment des podcasts, et en fait c'est ça, c'est que l'argent qu'on place maintenant, je veux dire 5 000 euros, c'est vrai que ça paraît en même temps une grosse somme, et en même temps c'est rien, parce que il y a de l'inflation, il y a beaucoup d'éléments externes qui font que placer son argent aujourd'hui dans un bien immobilier qui potentiellement prendra de la valeur, parce que le marché immobilier, si on regarde l'analyse, enfin on analyse, il a toujours été croissant et positif en tout cas. Et donc en fait, l'argent qu'on place maintenant, il fructifie. Et potentiellement, il paye un loyer, donc, enfin un crédit, et donc on ne doit pas payer un loyer quelque part. Et d'un autre côté, on capitalise dessus, donc forcément l'argent qu'on a investi sera récupéré d'une manière ou d'une autre un jour. Et donc, c'est jamais un mauvais calcul. Si on a cette recherche-là, qu'on a ce feeling de se dire c'est celle-là, ou en tout cas elle coche vraiment beaucoup de mes critères, j'ai peut-être pas encore le coup de cœur, mais ça fait X temps que je cherche, et vraiment là, je pourrais la rendre coup de cœur pour moi en moyennant quelques petits travaux, il faut y aller, parce que concrètement, ça va être rentable d'une manière ou d'une autre pour la personne. Super, écoute, là on a vu vraiment les raisons potentielles qui font qu'on surestime un bien lorsqu'on a un projet de vente. Moi maintenant j'aimerais bien qu'on prenne un peu le temps de définir comment alors on estime correctement un bien. Est-ce que tu sais peut-être expliquer à nos auditeurs ta propre méthode aujourd'hui, parce qu'encore une fois j'ai un peu préparé cette interview, tu as clutché, tu as réalisé en tout cas 86% des estimations que tu as faites en 2023 et qui ont réellement été des gens intéressés à la vente. Je n'ai pas pris en considération les estimations qui étaient, j'ai peut-être un projet pour dans 3 ans. C'est pas que c'est pas pertinent, c'est toujours intéressant de préparer son projet, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, dans 3 ans, le prix sera plus du tout le même. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être moins en fonction du marché. Et si tu as une boule de cristal pour me dire comment sera le marché dans 3 ans, tant mieux. Mais quelqu'un qui te dit ce sera mieux, ce sera moins bien, il ment, il sait pas. C'est impossible à définir. C'est délicat, sincèrement. Celui qui a prédit le Covid, j'espère qu'il a bien investi à ce moment-là, parce qu'il a été malin. Mais sinon, je sais pas qui il est. Donc voilà, ce pourcentage, c'est vrai qu'il est tout à ton honneur. C'est chouette pour Brick, c'est chouette pour toi aussi. C'est ce qui fait sans doute que tu es associé avec nous également aujourd'hui, en tout cas en partie. Pas que, bien sûr. Néanmoins, ce que j'aimerais, en fait, c'est que tu nous partages peut-être ta vision de l'expertise immobilière, qui est en fait l'étape clé quand on lance un projet. C'est déterminant. C'est ça qui lance réellement ton projet sur les bons rails ou justement sur les mauvais. Et ça, c'est un peu l'exemple que je venais de donner. Comment est-ce que toi, tu t'y prends ? Qu'est-ce qui fait aussi que tu as un bon taux de réussite d'après toi ? En fait, c'est avant tout, je pense, s'entourer et écouter beaucoup de ce que les gens nous disent. Parce que, je veux dire, j'ai 27 ans, j'ai pas vendu toutes les maisons, ni tous les types de maisons dans ma carrière, dans ma jeune carrière, on va dire. Mais par contre, j'essaye de comprendre, écouter, et surtout, je pense que ce que j'arrive le mieux à faire, c'est d'anticiper, de cibler qui va être le futur acquéreur. Et donc après, l'idée, c'est de se dire, ok, si j'étais cet acquéreur-là, selon le profil, est-ce que je suis plutôt, je cherche le coup de cœur absolument, est-ce que je suis plutôt un profil pragmatique où j'ai des critères bien précis et je m'arrête là, est-ce que je suis plutôt un investisseur, est-ce que je suis plutôt un dernier achat, un premier achat. Voilà, il y a différents profils d'acquéreurs sur le marché, et en fait c'est vraiment ça, c'est au plus la cible elle est large, donc au plus on va toucher un profil d'acheteur en fait varié, au plus les prix peuvent être tendus, on va dire, vers leur valeur haute, on va dire, et en même temps, au plus la cible elle est de niche, et au plus on va devoir essayer de minimiser un peu les choses, parce que forcément, sinon on risque de traîner 6 mois, 1 an avec, et c'est pas le but. Et donc, je pense que je vais essayer de reprendre de la base. C'est que forcément, comme toute personne, j'ai commencé quelque part, et donc j'ai été stagiaire. Et du coup, en tant que stagiaire, on essaye d'apprendre un maximum. On en a à l'heure actuelle avec nous qui, je pense que leur cerveau pour le moment, ils accumulent un max de choses, parce qu'ils se disent, il y a Igor qui fait un tel, il y a Max qui fait comme ça, il y a Gaëtan qui fait comme ça.
Et il n'y en a aucun qui a la même méthode et pourtant il y a des résultats. Donc qu'est-ce qui fait que ça fonctionne finalement? Et donc quand j'étais stagiaire, c'était ça, j'essayais d'apprendre ce qui allait bien chez l'un, ce qui allait bien chez l'autre, ce que le client avait aussi comme espérance, comme interrogation, comme question, etc. Et après, en fait, je pense que c'est pas mal d'empathie finalement dans le métier. Hein. C'est vraiment d'essayer de comprendre la recherche, le pourquoi du comment. Je rentre jamais dans une maison en disant bon, votre maison, elle vaut à peu près ça, et puis on s'en va. Non, en général, j'essaie de comprendre le projet, pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui fait que ils ont un besoin de vendre ou envie de vendre, ou est-ce qu'ils ont besoin de conseils, ils n'ont pas besoin de conseils. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer déjà de comprendre la sphère. Et une fois qu'on a un peu la sphère, voilà, effectivement, visiter le bien comme un acquéreur. Ça, je dis souvent ça aux clients où je vais en expertise, c'est que je me mets à la place d'un acquéreur, qui que ce soit. Hein. J'essaye déjà de comprendre qui sera le profil, mais je me mets à la place d'un multi-profil finalement. Hein. Est-ce que je pourrais peut-être être premier achat, investisseur et en même temps coup de cœur? Voilà, si je rentre dans ces 3 étapes-là, je vais avoir mon estimation qui va se préciser. Et si je suis dans une autre étape ou si je ne repère qu'un seul profil qui est plus de niche, mon estimation va aussi se profiler vers d'autres choses. Et donc ça, c'est, je pense, la deuxième partie, c'est vraiment être assez cash finalement, être assez transparent et direct avec le client en disant là, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, il y a une petite tâche, tiens, il y a un petit truc qui va pas, voilà, là, c'est un peu le bazar ou je ne sais quoi. Et en fait, ça, c'est tous des éléments qui, en tant qu'acheteur, on va y faire attention. Parce que quand on achète une maison, enfin, je veux dire, on en vend tous les jours, mais les acheteurs, ils en achètent une par vie ou 4-5 pour les plus ambitieux, en tout cas la marge, enfin la moyenne. Et donc, l'idée, c'est de faire comprendre aux propriétaires que leur maison, ils y vivent, c'est normal. Je veux dire, chez moi, il y a quelques petits défauts, chez l'un, chez l'autre, il y a quelques petits défauts. Et il faut essayer d'avoir finalement cette partie externe qui maîtrise le marché, qui vient donner son avis externe, subjectif, et en même temps un peu un mix de subjectif et objectif, hein, parce que si ça me dérange moi, ou si ça me choque moi, ou s'il y a quelque chose qui va bien ou mal, hein, ça peut être dans les deux cas, ça va l'être avec l'acquéreur. Et après, forcément, il faut prendre toutes les techniques, les informations plus carrées, hein, PEB, certificat électrique, titre de propriété, enfin vraiment faire en sorte que le dossier n'ait pas de zone d'ombre, l'urbanisme, faire en sorte que voilà, on n'ait pas de sujet un peu inconnu dans l'estimation, parce que tout rentre en compte. Je veux dire, on peut avoir une magnifique maison qui est complètement refaite, finie, avec une décoratrice d'intérieur ou une archi d'intérieur, etc., qui va être magnifique. Mais si malheureusement il y a eu un gros souci, qu'il y a un énorme trou dans le jardin et que la maison elle va s'écrouler dans 2 ans, la valeur n'est pas du tout la même en fait. Hein. Concrètement, il peut y avoir plein de cas externes qui font que les prix vont s'ajuster et vont être adaptés. Et en fait, je suis pas magicien, je maîtrise, j'essaye de comprendre, je compare beaucoup, j'écoute autour de moi ce qui se passe, mais je sais pas dire à l'avance quel sera le prix de la maison. Il faut que je vois l'intérieur, il faut que je comprenne le projet, il faut que voilà, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, dans ta méthode, c'est qu'elle est vraiment alignée sur la vision qu'on a mis en place avec Brick, qui était celle de remettre l'humain au centre de tout ce processus. Donc en fait, c'est vrai que beaucoup le disent, très peu le font en pratique, mais le fait que tu passes comme ça parfois 2 heures sur place pour une expertise... 1 heure minimum, c'est quasi obligatoire. Donc voilà, tu passes minimum 1 heure sur place, voire plus en fonction du bien, que tu t'intéresses au projet des gens, que tu te mettes à la fois dans la peau de l'acquéreur, de l'agent immobilier, mais aussi essayer de comprendre leur projet à eux. En fait, c'est pile poil ce qu'on dit toujours, c'est quand on est, nous, un vecteur de transmission entre 2 projets de vie, il y a quelqu'un qui vient acheter, quelqu'un qui vend, on est au milieu des deux, on doit faire converger des intérêts qui sont par principe opposés, et le fait de se mettre à la fois dans la peau de l'un, de l'autre, et de tout comprendre vraiment les intérêts de chacun, c'est ça en fait, se montrer humain et se montrer au cœur du processus de la transaction immobilière. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es performant dans tes expertises. C'est que les gens, ils ressentent ce côté humain. Il n'est pas créé de toutes pièces, il n'est pas artificiel. Le fait que tu t'intéresses à eux concrètement,
Non, c'est sûr. C'est un positionnement commercial, mais c'est réellement se montrer humain, et je pense que c'est ce qui fait ta réussite aujourd'hui à ce niveau-là. Bah, je pense qu'après, il ne faut pas oublier que, allez, pour moi, un bon agent immobilier, c'est un agent qui est du secteur, hein, qui connaît sa ville, son village, qui aime sa ville, son village, qui se sent bien là, voilà, c'est aussi ça qui va faire que, parce que il y a des gens alors qui n'en ont rien à faire, mais il y a des gens pour qui c'est impératif. Si on maîtrise pas un peu les codes de langage ou les valeurs un peu du secteur, bah ça n'ira jamais. Et en même temps, bah, c'est vrai que c'est pas évident de faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire peut-être ouvrir plusieurs postes dans plusieurs villes différentes de Belgique et d'ailleurs peut-être un jour, parce que la denrée la plus rare, ça va être de trouver l'humain performant qui aime sa ville, qui aime son secteur et qui s'y voit sur du moyen, long terme minimum. Parce que je pense que ça, c'est vraiment important. Et l'humain est vraiment la denrée la plus importante et la plus rare en même temps de ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais aussi de ce que les clients attendent. Parce que finalement, je veux dire, j'ai déjà vu des cas de figure où on envoie à une agence qui vient de je sais pas où à 50, 60, 70, allez, 1 heure de route du secteur en question. Ah, je veux dire, à moins qu'ils soient vraiment, vraiment performants et qu'ils aient vraiment une maîtrise du marché qui soit parfaite, ce qui me paraît quand même vachement compliqué en une seule personne. Mais sinon, allez, je veux dire, faire venir quelqu'un de Bruxelles pour estimer à tourner au Moucron, bah, il va avoir forcément tendance à surestimer parce que les prix sont pas du tout les mêmes. Une 4 façades là-bas, ça va être 500 minimum avant de commencer. Que chez nous, ça peut encore être dans les 200 et voire parfois encore dans les 100, 80, etc. Donc forcément, il y a une part de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser si on dépasse un certain kilométrage, on va dire. C'est un mix d'expérience du secteur, c'est un mix d'échelle des valeurs, comme tu l'as dit, hein, d'une région à l'autre, forcément, il y a des disparités énormes. Cette expérience-là, comme tu l'as souligné, elle est rare. C'est ce qui fait que nous, dans le développement, on est encore aujourd'hui avec 2 agences, même si l'objectif est d'en ouvrir une 3e rapidement cette année. Coucou les IPI d'ailleurs, n'hésitez pas, on est prêt, on a tous les process en place. Donc la campagne de recrutement est clairement ouverte. Néanmoins, comme tu l'as dit, c'est notre volonté aussi de ne pas le faire trop rapidement. On ne veut pas être ce réseau en fait de marques qui ouvre partout des antennes avec n'importe quel agent immobilier, si je peux me permettre de dire ça comme ça, dans le sens où c'est notre porte-parole en fait, l'agent immobilier. Comme tu l'as dit, c'est l'image locale qui représente la marque Brick. On ne peut pas se permettre de travailler avec quelqu'un qui ne partagerait pas notre vision très humaine, notre vision aussi du client et du travail tel qu'on l'a défini chez Brick. Et ça, c'est clair que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être un développement plus lent comparé à plein d'autres belles marques en immobilier en Belgique, mais quelque part, c'est un développement qui est plus serein à mon sens, avec moins de turnover aussi. On s'écarte un petit peu du sujet, mais je trouve la parenthèse quand même intéressante. Et oui, je pense que c'est préférable, en tout cas c'est comme ça qu'on a choisi de le faire, de se développer plus lentement, mais avec des personnes qui, à notre sens, fit 100% avec le modèle. Après, plus lentement, je veux dire, enfin, on peut pas faire plus rapide que ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant, hein. Concrètement, première année, une agence, deuxième année, 2 agences. On est dans la 3e année, ou en tout cas, on est arrivé, on ambitionne une 3e agence. Ça me paraît pas mal. Après, c'est sûr qu'en général, dans le business, au bout de ces 5 premières années, on estime en général, bah, c'est là où potentiellement les rythmes s'accélèrent un petit peu, mais pour le moment on est quand même sur du x2, x1,5. Donc si on continue sur ce rythme-là, bah, potentiellement c'est 4,5 en fin d'année et pourquoi pas plus l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'il faut se donner aussi effectivement le temps, mais le plus important c'est on est jeune, on a une boîte qui est super jeune, on n'a que des agents jeunes aussi, hein, je veux dire, il n'y en a pas un qui dépasse la trentaine. On a un truc à jouer et on n'est pas là pour se cramer les ailes et à 35 ans on a plus de boîte et on n'est plus rien. L'idée c'est que quand tous nos agents auront 30 ans, on aura 20 agents supplémentaires de 20 ans et ainsi de suite en fait, hein. C'est concrètement un peu ça l'idée, c'est que aller trop vite ça sert à rien, se cramer les ailes c'est dangereux.
Et je veux dire, on reste en Belgique, on a des impôts de dingue, les taxes sont folles, trouver un jeune qui a envie de se lancer, de prendre des risques entre guillemets parce que c'est un métier d'indépendant et de forcément, voilà, le fait de prendre des risques en étant jeune indépendant, je veux dire, ça devient minoritaire. Hein. Là, je connais pas encore tout à fait le profil, mais le prochain qu'on va trouver qui va sortir du lot, il est peut-être pas encore tout à fait élevé. Voilà quoi. Hein. Est-ce qu'il est né déjà? Je sais pas, mais il est peut-être encore en slip dans sa chambre. C'est ça. À mon avis, il va seulement se lever à 13h là, et puis enfin, j'en sais rien, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se lèvent aujourd'hui et qui le seront demain. Enfin, de gens qui se lèvent et qui seront indépendants demain parce que le monde est un peu en train de changer. J'ai l'impression de ce côté-là, et je pense que ça se voit sur les chiffres aussi depuis le Covid notamment. Mais il faut être prêt et c'est pas évident, et je pense que c'est un peu c'est carrément ce qu'offre l'agence pour ça. C'est que un jeune qui se lève demain, qui se dit bah non, je suis pas capable de maîtriser la com, mon métier, plus la visibilité, les trucs, les bazars qui font que bah en fait on a que 24 heures dans une journée et potentiellement très peu d'expérience ou voilà un petit peu mais pas assez pour être patron d'entreprise à 100%. Et donc je pense que ça c'est vraiment la grosse force de ce que l'agence apporte, c'est que concrètement on vient un peu tous donner notre expérience à un jeune qui voudrait se lancer, et je veux dire il est plus tout seul, il est avec 4 personnes supplémentaires en plus qui ont chacun leurs compétences et qui peuvent peut-être lui faire décupler ses propres compétences. Et je pense que là on touche quelque chose d'intéressant. Ok, c'est clair. Écoute, je te propose de fermer cette petite parenthèse-là qui était un poil hors sujet, mais malgré tout intéressante. J'aimerais bien qu'on termine ce podcast sur peut-être des conseils, parce que c'est un peu notre fond de commerce, les conseils gratuits qu'on donne tout le temps à travers nos contenus. Je suis riche en conseils gratuits, ouais. Voilà. Et en gros, ici, j'aimerais bien, pour nos auditeurs qui ont peut-être ce fameux projet de vente et qui se posaient la question de comment estimer leurs biens, peut-être leur dire quels sont les éléments pour leur maison, leur appartement, qui viennent valoriser leur bien. Et alors leur dire aussi de faire attention aux mauvaises dépenses, parce qu'il y a parfois des investissements qu'on fait dans son bien, c'est 1 euro investi pour 1 euro récupéré. Il y a parfois 1 euro qui t'en ramène 2, mais il y a parfois 1 euro qui ne t'en ramène que la moitié, voire moins. Est-ce que tu peux peut-être éclairer nos auditeurs sur ce sujet-là, leur dire demain, si vous devez vendre votre maison, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire ou ne pas faire dans son bien? Alors là, ça c'est le sujet que j'adore parce que c'est vraiment mon quotidien. C'est vraiment ce que je fais le plus, les conseils gratuits qui en fait c'est un peu le b.a.-ba peut-être parce qu'on nous on en fait tous les jours. Mais c'est sûr que bah, quand on rencontre quelqu'un qui n'a peut-être jamais vendu ou il l'a peut-être même pas encore acheté, bah forcément on a des questions qui sont peut-être pas naturelles et surtout des réflexions. Et là l'idée vraiment c'est que en fait, il faut vraiment épurer. Enfin, en tant que vendeur, je prends peut-être le rôle de la personne qui veut vendre son bien. Bah, il faut faire attention à tout. Je veux dire, on a un cas très concret ici d'un bien où c'est une famille, 3 enfants en bas âge qui ont pas mal de jouets. Les parents sont occupés de faire construire une maison. Donc voilà, le rythme de vie est vachement costaud. Et franchement, respect à eux parce que c'est du boulot. Et mon plus gros conseil, je les connais, c'est encore plus facile quand on les connaît, quoique, c'est pas évident de dire des choses qui peuvent être parfois un peu plus directes à des gens qu'on connaît déjà, mais c'était d'épurer, ranger, faire en sorte qu'il y ait moins de choses qui traînent possible, que la maison soit la plus finie possible, les petites plaintes qu'on n'a jamais voulu mettre parce qu'on vit dedans depuis X années, qu'on n'a plus l'ambition de le faire, bah on le fait, les chambranles de porte, on le fait. Le petit coup de peinture qui doit être fait depuis 3 ans, on le fait. Voilà, c'est vraiment faire en sorte que on investisse le moins possible d'argent, on investisse moyennement du temps, mais surtout on récupère un max d'argent sur ces petits efforts-là. Ça, c'est vraiment la chose qui fait le plus gagner d'argent à l'heure actuelle, parce que nous, notre métier, il se fait pas dans la forme et dans le fond, mais plutôt dans la finalisation. Ça veut dire que nous, c'est les derniers 15, 20, 5, 10, 15, 20 000 euros qu'on va aller chercher grâce à des efforts comme ceux-là. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, faire vendre un bien
qu'on estime 200 000 si pas rénové, 210 000 ou 215 000 si un petit peu rénové, je veux dire 500 euros d'investi, un peu de temps investi, 15 000 euros de rentabilité, enfin 15 000 euros de récupéré après ça, bah, les gens vont la vendre, 190 000 euros eux-mêmes. Mais nous, on va la vendre 215 parce qu'on les aura peut-être conseillés, on les aura peut-être fait faire quelques efforts, mais payants. On fait pas de. Allez, il n'y a pas de fumée sans feu. Si le propriétaire ne participe pas, on ne peut pas faire des miracles. On veut un service quali, on veut des vidéos, on prend un photographe qui est professionnel, qui prend son temps, qui vient sur place. Lui, il n'a pas spécialement de temps à perdre à ranger des choses, etc. Et donc l'idée, c'est que si les propriétaires qui veulent vendre, le but final est quand même de récupérer de l'argent, un maximum si possible. Donc il faut bien se mettre à la place du propriétaire. Lui, l'objectif, c'est d'en gagner le plus possible. Si le propriétaire ne fait pas un effort, que la maison elle n'est pas spécialement rangée, qu'elle n'est pas spécialement propre, que le jardin n'est pas tondu, qu'en plus de ça, bah voilà, malheureusement, il faisait pas beau ce jour-là, on n'a pas nous fait l'effort de dire, bah écoutez, il faudrait peut-être mieux attendre une petite éclaircie parce que sinon ça va pas rendre, ça va pas rendre ce qu'il faut à la maison. Si on fait pas tous ces efforts-là, bah on va rater l'objectif et finalement le client va peut-être se dire mais c'est pas comme chez un tel où ça s'est super bien passé. Bah oui, en fait c'est de votre faute, c'est pas de la nôtre. Et là c'est important, c'est que c'est des petits efforts. On est tous comme ça chez soi. Enfin, je veux dire, j'ai acheté une maison, toi tu as acheté une maison aussi. On a tous nos maisons, on a tous nos petits trucs à finir, on a tous nos petites finitions qui nous prennent. Allez, c'est 80-20. On a fait 80%, enfin 20% d'efforts pour 80% de résultats. Là, il faut peut-être essayer de remettre un petit peu de pourcentage d'efforts pour maximiser le résultat le plus possible. Et la plupart du temps, c'est du temps. C'est pas de l'argent, c'est du temps. Et le temps, c'est sûr que on se dit la maison elle est bien comme ça, on n'a pas envie d'y replacer des heures et des heures. Je comprends, mais un petit peu ça vaut la peine. Je me souviens d'une maison à Luynes qu'on a vendue récemment, et en fait ils avaient commencé à rénover la maison, finalement le projet avait changé, donc ils l'ont mis en vente. Et donc tu arrivais dans un beau living avec un beau carrelage refait, du beau mobilier. Et en fait, au fur et à mesure que tu avançais dans la maison, tu arrivais sur les parties moins rénovées. Et en fait, cette cuisine, notamment, c'est encore un très vieux carrelage à l'ancienne, un peu plus du tout au goût du jour, quoi. Le fameux blanc tacheté, moucheté. Après, il faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est que quand on n'a pas les moyens à l'instant T de tout faire, on fait avec les moyens du bord. Et ça, je l'entends bien. Mais le plus important, c'est de terminer. Si vous commencez, terminez. Si vous lancez une pièce, terminez-la. J'ai trop souvent vu des gens qui font ce qu'ils savent faire partout. Donc ils vont mettre en peinture l'un ou l'autre truc, ou ils vont faire mettre du quick step dans toutes les pièces, mais par contre le plafonnage c'est pas leur truc, l'électricité c'est pas trop leur truc, et du coup on se retrouve avec une maison où il y a un beau sol mais il n'y a plus rien d'autre qui a été fait. Et malheureusement moi je trouve qu'il faut pas spécialement faire comme ça. À la limite je trouverais ça même plus intéressant de laisser la pièce quasi telle quelle, la pièce qu'on utilise moins quasi telle quelle, et ça va nous donner envie de la finir un jour, mais complètement, que de la faire à moitié, se dire elle me convient à moitié, et du coup de ne plus jamais la finir. Parce que ça, c'est vraiment le gros problème, c'est du plafonnage apparent, de l'isolation apparente, des trucs comme ça, des toitures qui ne sont pas plaquées parce que l'isolant y est là et c'est le grenier ou bien c'est une chambre et on s'en fout un petit peu. Non, c'est pas bien parce que nous, concrètement, ça fait perdre les quelques milliers d'euros qu'on pourrait aller chercher moyennant un peu d'effort. On ne pourra pas aller les chercher et c'est des dizaines de milliers d'euros parfois de perdus bêtement, quoi. Ouais. Et là, en gros, si je reviens sur cette maison, effectivement, cette cuisine n'avait pas été changée du tout. Elle était années 80, c'était vraiment horrible. Vieux meubles en chêne, foncé, enfin plus du tout au goût du jour. Et en fait, simplement, les visites commencent et ça se passe pas mal. Il y a beaucoup de visites, mais il n'y a pas d'offre en fait. Parce que les gens, chaque fois, ils tiquent un peu sur le côté, ouais, mais la cuisine, la salle de bain un peu dans le même état, il y a beaucoup de travail encore. On demande déjà un prix qui est quand même assez conséquent. Parce que malgré tout, c'était une bonne maison, bien placée, avec des belles caractéristiques. Et ça coince. Donc on convoque les propriétaires, on voit un petit peu avec eux ce qu'ils seraient prêts à faire dans la maison pour peut-être la moderniser à moindre frais. Et finalement, ils nous proposent de repeindre ne serait-ce que toutes les portes de la cuisine qui sont donc dans ce bois chêne très foncé, les peindre en blanc en fait.
changé vite fait les poignées qui étaient à l'ancienne, en métal un peu forgé, qui est plus du tout au goût du jour. Et ils m'ont dit ils ont dit à Max pour le coup, qu'ils avaient une chute de parquet, du fameux Quickstep, de leur nouvelle maison, et qu'ils allaient peut-être le mettre alors dans cette cuisine. On leur a dit, c'est une super idée. Donc on a suspendu les visites pendant 2 semaines, on a retiré complètement la publicité du bien, on est retourné faire des photos quand ils avaient fini les travaux. Ça a duré 2 semaines du coup. Alors on a perdu 2 semaines, mais par contre on a gagné en qualité de visite. Et quand les visites ont redébuté, c'est presque comme si on avait mis en publicité une nouvelle maison. On a eu de nouveau cet effet de nouveauté qui a recréé une vague de visites. Et là, la maison, en fait, elle est partie au prix qu'ils avaient demandé, sur base de ces simples efforts de 2 semaines de travaux qui leur ont coûté en gros 5 litres de peinture et une chute de parquet qu'ils avaient déjà à disposition. Même s'ils avaient dû le payer, on parlait peut-être de 150 € de matériel, ça valait le coup en fait, parce que ça a débloqué complètement la situation. Je pense que de toute façon, on n'a rien inventé, on n'est pas, on a 30 et 27, je veux dire, on sait pas mieux qu'un autre. C'est juste qu'on réfléchit, on s'inspire, on prend les infos à droite à gauche. Je veux dire, aux US, c'est monnaie courante. Je veux dire, j'ai rencontré une personne qui vit aux États-Unis récemment. La personne, elle m'a dit, mais c'est obligatoire. Il n'y a pas une maison. Alors qu'on parle de maisons qui font peut-être 400, 500 mètres carrés, avec des trucs de fou déjà, mais il n'y a pas une maison qui ne se vend pas. Qui se vend si elle n'est pas rénovée dernier cri. Je veux dire, les gens, ils achètent quasi pas de l'occasion finalement. Ils achètent une maison d'occasion qui a été remise à neuf. Et en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec le homestaging, avec les moyens de chacun bien sûr, mais remettre un coup de propre, faire en sorte que la vieille cuisine, elle soit un peu plus attirante, faire en sorte que les plaintes soient mises, ces petites choses-là. Ça donne l'impression que potentiellement, est-ce que tout le monde veut, je veux dire, il n'y en a pas un ici, à part vraiment la personne qui est très manuelle, il n'y en a pas un qui veut pas rentrer dans sa maison et poser ses valises et puis mettre un clou dans le mur. C'est un peu le rêve de tout le monde d'acheter sa maison au bon prix, sans mettre un clou dans le mur et sans avoir à faire de travaux. Ça, c'est un peu le rêve ultime. Et je veux dire, je pense que le marché va quand même encore évoluer un petit peu. On est quand même venu d'années un peu spécial en immobilier, avec beaucoup de marchands de sommeil, avec des gens qui faisaient tout et n'importe quoi, qui mettaient des locataires, mais les locataires ils n'avaient pas le choix, de toute façon c'était ça ou rien, et donc ils acceptaient. Là j'ai quand même l'impression que les gens qui font des efforts, qui rénovent, qui finissent, déjà ils vendent bien, mais ils louent bien, ils gardent des locataires de qualité, qui ont des revenus, qui n'ont peut-être pas les moyens à l'heure actuelle d'acheter parce que apport nécessaire, etc. Et je pense que l'avenir, il est là-dedans. Je pense que rénover ou en tout cas homestager son bien pour la location, pour la vente, ça va devenir quasi obligatoire. Et les gens qui ne le feront pas parce que pas envie ou parce que je ne sais quoi, ils vendront dans un état vétuste, mais avec potentiellement un service de rénovation par la suite ou avec des 3D d'une architecte d'intérieur, ce genre de choses, parce que pour moi, ça va quasi devenir la norme pour les futurs acquéreurs. Je veux dire, on est la génération TikTok, etc., qui vient de naître là. Concrètement, il ne faudra pas leur demander de mettre un clou dans le mur ou de casser ou de je ne sais quoi. Eux, ils vont probablement faire des sous parce que tout sera devant le PC à générer de l'argent de je ne sais où. Je ne suis même pas encore au courant comment ils vont faire. Par contre, leur demander de tenir un rouleau de peinture ou de placer une fenêtre ou je ne sais quoi, ça va devenir très très compliqué. Et donc, je pense qu'il y a un gros revirement avec les rénovations énergétiques aussi qui sont en train de se mettre vraiment en place depuis quelques temps. Mais il y a un gros revirement de la société qui est en cours. Et je pense que soit le faire soi-même si on est capable, rénover son bien, finir son bien, c'est la meilleure solution. Et on le voit déjà très bien avec les biens qu'on a qui sont déjà finis. Mais de deux, ceux qui n'ont pas l'ambition ou pas les capacités de faire appel éventuellement à notre service unique ou à une architecte d'intérieur pour se faire aider et potentiellement maximiser et revendre leur bien à quelqu'un qui ne sera pas capable de le faire mais qui aura peut-être les finances de l'acheter. Et ça, c'est la grosse info importante qui pour moi va se régulariser et se normaliser plus tard.
Je te remercie Gaëtan, on va en rester là pour aujourd'hui, on vous retrouve en tout cas, j'espère que ça vous a plu, on vous retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde, laissez-le en commentaire, donnez-nous votre avis, n'hésitez pas à nous partager également votre feeling par rapport à ce qu'on vous dit, si ça vous intéresse, si vous trouvez ça pertinent ou si justement il y a peut-être des points de divergence, on est toujours ravis d'en discuter, alors n'hésitez pas, on est toujours disponible. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le faire grandir, pensez à partager votre avis, c'est gratuit et promis, cela ne vous prendra que 30 secondes. En attendant, merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.